les forêts étaient des lieux de vie pour les communautés. Pour les communautés rurales, les forêts étaient des endroits où on amenait les animaux pour le pâturage. Vous connaissez sans doute la glandée, le fait de mettre des porcs sous des chênes pour qu'ils se nourrissent des glands. Mais c'était aussi des espaces où on allait chercher du bois de chauffe, où on allait chercher des champignons, où on allait chercher des baies, où on allait chercher aussi, c'est pas très intuitif, mais de l'engrais, parce que les feuilles qui tombaient sous les arbres et qui stratifiaient comme ça en pourrissant faisaient de l'engrais, des roseaux, on pouvait chasser éventuellement. Et donc c'était vraiment quelque chose de très important, des ressources qu'on appelle donc des communs forestiers. Et au XVIIIe siècle, les historiens ont évalué qu'à peu près la moitié des communs des communautés françaises étaient des forêts. Tu le dis, ça a une importance fondamentale. Il y a un sociologue, je ne sais plus s'il est allemand, Karl Polanyi, qui parlait de la forêt comme le filet de sécurité des plus pauvres. Qu'est-ce qui se passe pour qu'ils se retrouvent tout d'un coup dépossédés des bois, ces plus pauvres? Alors effectivement, Karl Polanyi a parlé, dans sa grande histoire de la grande transformation, il a parlé des communs, et notamment des communs forestiers, comme le filet de sécurité, parce que comme je l'ai dit, quand on n'avait rien dans une communauté rurale, on possédait malgré tout des droits communs, ou même parfois même des forêts communes, qu'on appellera plus tard des communaux, et on pouvait aller là extraire des ressources, même si on n'avait pas de troupeaux, ou même si on n'avait pas de terre, si on était un simple ouvrier agricole. Et donc c'était, explique Polanyi, comme une sorte de sécurité, proto-sécurité sociale, en un certain sens. Et c'est pour ça que les enclosures, forestières notamment, ont constitué un choc énorme en Europe, donc à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle. Qu'est-ce que c'est qu'une enclosure? C'est le fait finalement pour un acteur privé, ça pouvait être un noble, ça pouvait être éventuellement une société commerciale, mais aussi ça pouvait être l'État. Donc le fait pour ces acteurs finalement de s'accaparer les communs des communautés. Ce grand mouvement d'enclosure est célèbre chez les historiens et les économistes parce que Marx a dit que c'était l'origine du capitalisme. Donc c'est vraiment quelque chose de très étudié, de très important. Alors il se trouve qu'en France, et c'est la raison pour laquelle je t'avais dit qu'il valait mieux rester centré sur la France, autant en Grande-Bretagne, les enclosures ont été privatives, c'est-à-dire qu'elles ont consisté à privatiser les communs des communautés, autant en France, en fait, les forêts communes ont été très peu partagées, très peu encloses. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'elles sont devenues des forêts communales, propriété des communes, gérées par des conseils municipaux, alors qui au XIXe siècle étaient nommés par l'État. Donc c'était pas un pouvoir local, mais c'était vraiment une gestion directe finalement médiée par les municipalités. Et donc ce que je veux dire par là, c'est aussi qu'il y a eu une sorte d'enclosure étatique des forêts, mais qui n'a pas abouti à la destruction forestière et à l'accaparement forestier qu'on a eu par exemple en Grande-Bretagne. Parle-nous quand même, parce que là tu arrives un peu vite à l'enclosure par l'État, mais il y a eu une bataille à la fin de l'Ancien Régime et le début du monde d'après. Il y a eu une bataille, si je peux employer un anachronisme, pour la gouvernance de cette forêt, parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs, l'Église et la noblesse pour ne pas les nommer, qui ont dit que l'État n'était pas légitime pour gérer les forêts, puisque l'État n'était pas apte à gérer le temps long. Effectivement, ça c'est quelque chose qu'on décrit dans notre livre avec Jean-Baptiste Fressoz, Les Révoltes du ciel. Il faut bien voir que la fin de l'Ancien Régime, la Révolution française, c'est un nouveau monde qui s'ouvre. On se pose la question de qu'est-ce que va être le nouvel État, quel va être son périmètre d'action. Est-ce qu'il est légitime, par exemple, pour cet État de conserver les forêts qui avaient été confisquées à la monarchie et aux nobles et aussi à l'Église, ou alors est-ce qu'il faut vendre en masse toutes ces forêts? La question qui se pose au moment de la Révolution, ensuite sous le consulat, le directoire, l'Empire et puis la Restauration, c'est le fait de savoir si finalement il faut avoir une forêt domaniale. Est-ce que l'État est légitime à posséder une forêt? Et là, donc, il y a des débats extrêmement virulents qui sont très intéressants et qui posent la question finalement de savoir qui est légitime à gouverner la nature. La noblesse dit, les seuls légitimes à gouverner la nature et à gouverner les forêts en particulier, c'est nous, la noblesse, puisque nous sommes les seuls à nous inscrire dans le temps long grâce à nos généalogies, les généalogies nobiliaires. Et, rajoutent les nobles, l'Église, bien sûr, cette entité suprahumaine qui existe depuis des siècles, elle est légitime aussi pour gérer des forêts qui vont être productives dans 200, 300, 400 ans. En retour, le tiers-État, dans les assemblées révolutionnaires, inaugure une nouvelle expression, les générations futures, pour dire, non, le tiers aussi, le peuple lui aussi, a légitimité via le nouvel État à gouverner des entités naturelles sur le temps long.
Et donc justement, la question, elle est extraordinairement politique, elle s'exprime dans des termes politiques qui nous parlent aujourd'hui. Qui est légitime pour gérer le temps long? Qui est légitime pour garantir la durabilité? Et finalement, ce qui va l'emporter, c'est le fait de dire que bah oui, l'État va avoir des forêts domaniales, l'État va conserver les forêts, les gérer, avec une administration qui s'appellera l'administration des eaux et forêts, qui va avoir plusieurs formes. Qui deviendra l'ONF et non pas l'Office nobiliaire des forêts présidé par le duc d'Orléans. On l'a échappé belle. Ce que vous montrez dans les Révoltes du ciel, c'est qu'au fond, à l'époque, au 19e, les connaissances en médecine sont très lacunaires, on n'a notamment aucune connaissance microbienne, et donc dès qu'une pathologie ou une épidémie se répand, tout de suite, on regarde les eaux et forêts en l'occurrence. Et donc, est-ce que c'est d'abord dans un but de santé publique que l'État a voulu s'accaparer les forêts? Alors, les débats qui tournent autour de la forêt au XVIIIe, au XIXe siècle, ils concernent essentiellement plusieurs choses. Effectivement, la dimension médicale, on est dans ce qu'on appelle un paradigme néo-hippocratique, c'est-à-dire le fait de dire que toutes les maladies, y compris les maladies mentales, sont causées par le climat. Donc c'est une médecine environnementale qui, bien sûr, met en avant la question des influences, et la forêt est considérée, alors ça dépend d'ailleurs, certaines forêts sont considérées comme ayant une influence négative parce que il y a l'humidité qui est produite, il y a les formes de décomposition. D'autres forêts sont considérées comme très saines et à développer. Et parfois, on plante des forêts pour assainir médicalement certains espaces. Je pense aux Landes, je pense à la Sologne. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est aussi qu'on pense qu'il y a un lien entre changement climatique et forêt, au sens où la grande peur du 19e siècle en France, c'est de dire que si on déboise trop, on va changer le climat de la France. Et ça, c'est lié à des théories qui, en fait, s'inquiètent de la fragilité du cycle de l'eau et d'une possible action humaine sur le cycle de l'eau. Et c'est une des raisons qui explique d'ailleurs le fait qu'on ait conservé des forêts domaniales puissantes. François Arago, qui était directeur de l'Observatoire de Paris sous la monarchie de Juillet, un des plus grands savants du 19e siècle, était aussi un député républicain qui, sous la monarchie de Juillet, fera un célèbre discours à l'Assemblée nationale pour expliquer qu'on ne peut pas laisser la forêt au marché, parce que la forêt a une action qui ne profite pas immédiatement aux propriétaires individuels, mais qui profite à la collectivité dans son ensemble, et qu'on ne peut pas monnayer par le marché. Et donc, ça sera un des grands défenseurs de la régulation des forêts privées, ce qui va finalement rentrer dans les faits, le fait que on a beau être propriétaire d'une forêt, on ne peut pas la détruire pour son simple bon plaisir, tout simplement parce que ce bout de forêt, il a une action à distance. L'économie de la nature, comme le disait Arago, elle fonctionne comme un tout. C'est quand même assez fou de se dire qu'il y a une prescience absolument hallucinante au début 19e et qu'il va falloir peut-être plus d'un siècle et demi pour qu'on retrouve ce même niveau d'attachement et le fait de préserver la nature du marché. Comment est-ce que tu expliques l'ellipse? Tu le fais un peu dans le livre. L'ellipse, la déconnexion entre la question forestière et la question climatique, elle est vraiment... elle émerge à la fin du 19e siècle. C'est aussi lié au fait qu'il y a une stabilisation, en fait. Toutes ces luttes, toutes ces théories étaient aussi liées au fait qu'on ne savait pas si on allait vendre les forêts domaniales et s'en débarrasser. Or, à partir de 1870, en France, il n'y a plus de vente en masse des forêts domaniales. Donc déjà, c'est un motif qui décroît en intensité. Il y a la fin de la médecine néo-hippocratique. Et puis il y a aussi quelque chose de paradoxal, c'est que le développement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le développement du chemin de fer et de l'industrialisation par le charbon ne dévalue pas le bois, parce qu'on a besoin du bois pour faire les traverses de chemin de fer, parce que grâce au chemin de fer, on peut exploiter plus efficacement des surfaces forestières. Et donc, en fait, la rentabilité des surfaces forestières augmentant, on s'inquiète moins du déboisement. Bien que tu sois historien, je vais te proposer d'atterrir en 2024 et en nous disant comment est-ce qu'on peut tirer profit de cet héritage pour effectivement aujourd'hui mieux partager la forêt. La France de 2024, c'est pas du tout celle de 1870. Évidemment, à l'époque, on est à 90% ruraux. Aujourd'hui, c'est évidemment l'inverse. Il y a moins de monde qui est concerné par la vie en forêt, donc il y a moins de monde qui a intérêt à avoir du chauffage. Malgré tout, tu m'as appris qu'il existait encore quelques réminiscences de droits ancestraux pour la forêt. Et comment est-ce qu'on pourrait revitaliser cette idée de commun ? C'est ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut... Les militants des communs en France ont trop tendance, parce qu'il y a un mouvement en faveur de la régénération des communs, aussi bien numériques que naturels, mais ils ont trop tendance en fait à se référer au cas britannique, du fait parce qu'il est célèbre chez les historiens et chez les économistes.
En fait, le cas de la France est tout à fait spécifique. Les forêts communes sont devenues des forêts communales, c'est-à-dire qu'elles existent toujours, en général, sous la direction des municipalités. Et je pense qu'on a une espèce de poche là, de forêts qui pourraient être mises en commun en revivifiant en fait, des formes d'intervention et de participation des habitants, qui ne soient pas seulement le fait d'élire un conseil municipal qui va gérer les forêts communales, mais d'organiser vraiment des communs, des assemblées délibérantes qui puissent créer des formes de gestion locale de ces forêts communales qui deviendraient en quelque sorte à nouveau des forêts communes. Donc je pense qu'on a une espèce de gisement de démocratie, de soutenabilité possible dans les forêts communales si on sort simplement d'un modèle, disons, d'un gouvernement par l'élection tel qu'on le connaît aujourd'hui, en revitalisant une espèce de démocratie directe dans les forêts communes. Mais ça existe, il y a des endroits où il y a des parlements des forêts? Ça existe. Alors il y a eu des actions de développement, notamment de la FAO, pour faire effectivement, dans les années 90-2000, notamment Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie, spécialiste des communs, a participé à ces expérimentations, plutôt donc en Inde, au Bangladesh, dans des actions de développement. En France, on est... alors c'était aussi une des surprises avec Jean-Baptiste quand on a écrit ce livre qui nous a pris 7 ou 8 ans à être écrit, on n'a pas fait que ça heureusement, c'est de voir se repolitiser la forêt. C'est-à-dire ce qui est frappant, c'est que la forêt se repolitise. Il y a aujourd'hui des forêts à défendre, des gens achètent des forêts pour les réensauvager, on parle des forêts dans des cercles politiques, il y a des militants écologistes qui s'emparent de cette question, on fait ce débat aujourd'hui. On a une repolitisation avec un débat, des oppositions, des contestations, mais je me demande, finalement, c'est quand même, je trouve ça optimiste, on est sorti de l'indifférence vis-à-vis de la forêt. Ça, je pense que déjà, c'est un bien. Et juste comme on est vendredi pour une petite touche de culture générale, tu m'avais appris un terme dont je pensais qu'il viendrait spontanément dans le... Mais est-ce qu'on peut partager avec l'assistante le terme de droit d'assouage? L'affouage, oui, le fait pour certains, effectivement, il existe toujours dans certaines régions en France un droit qu'ont les habitants de recevoir chaque année une fraction de la production forestière de la forêt communale. Et ça fait partie des droits résiduels, en quelque sorte, de ce qu'étaient finalement les droits communs du XVIIIe, du XIXe siècle. Voilà, on vous offre ça, c'est pour briller ce soir en société. Merci beaucoup, Fabien, je reviens vers toi. Et puis évidemment, cela va sans dire, mais puisque vous êtes là, il y aura évidemment un temps de questions avec vous toutes et tous. Pauline Delorge, je ne sais pas si vous avez une réaction à ce que vient de dire Fabien. Est-ce que l'ONF s'inscrit, est-ce que les forêts d'exception s'inscrivent dans cette longue histoire? Ah oui, oui, l'ONF s'inscrit forcément dans cette histoire forestière française, et en particulier les forêts d'exception. Je commence à expliquer ce que sont les forêts d'exception. Bien sûr. Alors, les forêts d'exception dont je m'occupe, ce sont des forêts qui ont un label, c'est une labellisation, les forêts d'exception, et ça caractérise en fait ça reconnaît 3 spécificités de ces forêts-là. La première, c'est le patrimoine exceptionnel de ces forêts, et c'est le patrimoine forestier, mais au sens large, c'est-à-dire qu'on regarde à la fois le paysage de ces forêts, mais aussi tout le patrimoine culturel, historique, qui est souvent très riche. C'est souvent d'anciennes forêts royales, je peux à nouveau faire le lien avec l'histoire, ou d'anciennes forêts ecclésiastiques. Et puis ce sont des forêts qui ont un patrimoine écologique également remarquable. Donc ça, c'est le premier point, c'est le patrimoine. Le deuxième point, c'est des forêts pour lesquelles on a vraiment construit autour un projet de territoire. Donc ça reconnaît la gouvernance qui a été mise en place et le travail commun qui a été fait pour mettre au point un projet de territoire. Et le troisième point qui est mis en avant, c'est la qualité de ce projet de territoire qui intègre vraiment la forêt, qui a un caractère novateur également. Il y en a actuellement 16, c'est bien ça? Oui, il y a 16 forêts labellisées. Et donc elles sont... Enfin, est-ce que c'est un titre qui est remis en jeu comme les étoiles du Michelin, ou une fois que vous l'avez, c'est bon, ça bouge plus? Et non, il y a cette spécificité-là. Donc c'est pas non plus comme les villages fleuris, même si c'est un peu remis en jeu. Là, c'est valable pour 5 ans, et c'est assez challengeant parce qu'en fait, on a le label pour 5 ans, mais ça veut dire que pendant 5 ans, il faut vraiment mettre en œuvre le plan d'action. Au bout des 5 ans, on fait un bilan et on propose un autre plan d'action. Et il y a un comité national d'orientation qui est donc mis en place au niveau national,
qui regroupe une trentaine de personnes, et c'est des experts de la forêt, mais vraiment au sens large. Il y a des géographes, des historiens, anthropologues, et puis des spécialistes aussi de la gestion des espaces naturels, qui décident, enfin qui donnent un avis, et maintenant c'est un avis conforme, donc ça veut dire que l'ONF est chargé de suivre cet avis-là, sur la demande de renouvellement de label. Donc votre présence à cette conférence, elle est vraiment d'autant plus légitime et importante que si vraiment il y a des forêts qui essayent d'inclure tout le monde et de les acculturer, ce sont celles-là. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites par exemple à destination des jeunes publics par exemple? Oui, alors ce qui fait aussi la richesse du dispositif Forêt d'Exception, c'est vraiment que c'est un programme, enfin un projet qui correspond aux spécificités du territoire. Donc on n'a pas un cahier des charges hyper strict en disant il y a ça et ça à faire dans une forêt d'exception, mais c'est vraiment ce qui émane du territoire. Et selon les territoires, alors il y a des propositions par rapport au public qui reviennent souvent, notamment d'accueillir des scolaires. Donc il y a des programmes qui sont proposés pour les scolaires. On a un dispositif qui s'appelle Espace pédagogique forestier, qui a pour objectif de délimiter en fait une petite zone de la forêt où on met en place un parcours avec un kit pédagogique, et après les enseignants peuvent s'emparer de ce kit-là, choisir ce qui les intéresse en fonction du niveau, enfin de l'âge de leurs élèves, et accompagnent leurs élèves en forêt et ont différentes bornes en fait avec différentes propositions. Donc ça c'est une proposition pour les scolaires. Le but c'est un peu de les sortir d'un analphabétisme forestier, parce que le philosophe Baptiste Morisot, il avait cité cette étude américaine. Je ne pense pas que les Français soient meilleurs, et moi-même je ne ferai pas le malin, mais je sais que des adolescents américains peuvent en un clin d'œil reconnaître plus de 1000 logos de marques différentes, mais ils n'arrivent pas à reconnaître 10 feuilles d'arbres. Oui, alors c'est un peu effrayant, mais le constat ne m'étonne pas complètement non plus. Donc l'objectif, là, effectivement, c'est de faire venir du monde en forêt. Puis il y a des forestiers qui expliquent ce que c'est, enfin d'apprendre, on peut apprendre à reconnaître les arbres, hein, c'est pas hyper compliqué non plus. On apprend aussi à comprendre la gestion forestière, qu'est-ce que ça veut dire en fait gérer la forêt, en quoi ça consiste. C'est aussi l'occasion de parler du changement climatique et de l'impact du changement climatique sur la forêt. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Et en fait, c'est un peu remettre, notamment ce jeune public, mais il y a aussi des sorties à destination d'adultes, de reconnecter en fait les citoyens à la nature, de montrer qu'on en fait partie, et d'apprendre à la connaître et de savoir comment ça fonctionne. Ben, ça fait partie de la remise en place de ce lien. On peut justement découler dans l'objectif de rendre la forêt à tout le monde sur un certain nombre de dispositifs très concrets que vous mettez en place dans ces forêts pour les faire partager par tous, et pas seulement les scolaires. Je pense par exemple aux sentiers pour les PMR et autres. Oui. Alors, tout à fait, hein, oui, on essaye d'accueillir tous les publics en forêt, notamment les personnes à mobilité réduite. Tout récemment, il y a 4 nouveaux sentiers labellisés pour les 4 handicaps qui viennent d'être labellisés en forêt de Fontainebleau, donc c'est tout près d'ici. J'ai en tête Alors oui, je n'ai pas cité les forêts d'exception, mais ça, pour vous dire un peu... Allez-y. Je peux rajouter des questions. Mais allez-y. Oui, faire un petit tour. Donc il y a la forêt de Fontainebleau. Après, si on part dans l'est, il y a la forêt de Verdun, avec tout son patrimoine historique. Hein, la forêt de Haguenau, donc une très belle chaînée de plaine. La forêt de Retz aussi, dans les zones de Champagne. Forêt de Val-Suzon vers Dijon. Puis si on redescend dans les Alpes, il y a la Grande Chartreuse. Si on descend encore, il y a la Sainte-Baume, avec les hêtraies relectuelles. J'ai parlé de l'Égoile dans les Cévennes. On va un peu au bord de la mer, le bassin d'Arcachon. On peut même faire un bond jusqu'à la Martinique, où les volcans de la Martinique sont labellisés forêt d'exception. Et puis autour de Rouen aussi. Et j'ai oublié le début de la question. Les actions mises à disposition d'un public adulte pour les faire partager, donc on pensait au sentier PMR, mais vous avez cité aussi beaucoup de technologies en forêt avec des queer codes et autres... Oui, alors je peux citer les martelloscopes, en tout cas. Alors un martelloscope, en fait, les forestiers, leur activité principale, une de leurs activités, c'est le martelage. Donc on utilise un marteau forestier pour marquer les arbres qui vont être coupés, dans un objectif d'améliorer les forêts et puis de récolter une partie du bois.
Et c'est vraiment un travail d'expertise qui demande un coup d'œil particulier. Et donc on a mis en place à destination du public des ateliers de martelloscope où en fait on apprend on se met dans les bottes du forestier en fait, pour comprendre qu'est-ce que regarde le forestier. Par exemple, un forestier, il regarde peu les troncs, il regarde toujours les couronnes des arbres, pour voir comment les arbres se concurrencent entre eux, qui gêne qui, et essayer de faire de la place au plus bel arbre. Voilà, et effectivement, on utilise de la nouvelle technologie. Il y a des endroits où il y a des tablettes pour faire ça, et les tablettes permettent d'avoir les résultats directement et d'expliquer si le martelage a bien été fait ou pas, si on a pris trop d'arbres. Puis il y a des indications à quoi vont pouvoir servir ces arbres aussi. La deuxième partie du titre de cette conférence, c'est comment partager la forêt pour la préserver. Et effectivement, le but de toute cette pédagogie, c'est de nous faire admirer et aimer la forêt, mais aussi prévenir d'un certain nombre de risques. Il y a des risques en montagne que vous pouvez présenter, et puis évidemment les risques d'incendie. Oui, alors c'est sûr que dans le partage de la forêt, en tant que citoyen, en fait, on a une responsabilité. Alors en tant que forestier, on a une responsabilité d'autant plus forte. On a des missions confiées à l'État pour préserver et valoriser la forêt, mais en tant que citoyen, on en a aussi. Donc, par exemple, quand on est vététiste, c'est mieux de rester sur les sentiers, parce que quand on va dans les parcelles, au bout d'un moment, ça tasse le sol, ça écrase les petites fleurs qui sont au sol, ça crée de la perte de biodiversité, ça crée aussi du dérangement pour les animaux. Voilà, donc, il y a des sentiers tracés, donc c'est préférable et demander de rester sur les sentiers. En termes de sécurité aussi, il y a des périodes, et puis ça va... Voilà, c'est des phénomènes qu'on va connaître de plus en plus, où l'été, où il est nécessaire de fermer les massifs forestiers. Et ça, c'est vraiment pour protéger la forêt. Il faut avoir en tête, 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Donc si on empêche d'aller en forêt l'été, notamment dans les moments de la canicule et quand c'est très sec, c'est pour éviter ces incendies-là. Voilà. Après, il y a aussi le rôle de protection de la forêt en montagne. Alors là, c'est la forêt qui... Donc c'est tout un programme qui a été piloté par l'État, c'est la restauration des terrains de montagne, où on a planté des centaines et des centaines d'hectares pour prévenir des avalanches et des chutes de blocs. Et c'est important de maintenir, en particulier à l'heure actuelle, ces forêts-là, parce qu'on a déjà observé qu'avec le changement climatique, ça bouge plus en montagne, il y a des pluies plus fortes, donc il y a de la fissuration dans les roches, puis il y a des grosses crues aussi. Et c'est important que la forêt, en fait, elle maintient le sol en place et elle évite aussi trop l'éboulement de neige ou de cailloux. Pour revenir aux incendies, dans les actions concrètes qu'on peut mettre en place, vous m'appreniez qu'on peut travailler avec les pompiers pour qu'ils aient toujours des chemins de desserte et pour y accéder, et que des règlements climatiques aidant, il y a certaines forêts qui ne s'étaient jamais posé la question et qui maintenant se la posent très activement, quoi. Oui, alors la défense des forêts contre les incendies, c'est un sujet qui est très bien maîtrisé par les forestiers du sud-est de la France, là où il y avait un réel risque incendie. Donc il y a tout un tas de mesures. Alors je ne suis pas une spécialiste, mais bien sûr il faut que les accès, les pistes soient accessibles. Il y a des zones qui doivent être débroussaillées. Merci. Il y a du débroussaillement obligatoire également pour éviter que les incendies se propagent. Et suite aux très forts incendies, je pense qu'ils ont à peu près traumatisé toute la France en Gironde en 2022, il y a vraiment une prise de responsabilité de l'État qui demande à l'ONF de mettre en place, de travailler ce risque incendie sur l'ensemble du territoire français. Donc il y a beaucoup de formations auprès des collègues de terrain qui, honnêtement, dans les Vosges, on n'avait jamais trop entendu parler de risque incendie, et en Bretagne, pareil. Or, il y a déjà eu des incendies dans les monts d'Arrée, notamment en Bretagne. Donc c'est un gros changement pour les forestiers de ces zones-là. C'est tout un nouveau savoir-faire à apprendre et on est en train de se mettre en ordre de marche pour faire face à ce nouveau risque. Juste un dernier mot sur le partage et les différentes langues qu'on peut parler par rapport à la forêt. Vous me disiez, au fait, un regard technique ou un regard lambda ne sont pas moins valables que les regards des experts que nous sommes. Comment est-ce que vous arrivez effectivement à initier une conversation ?
Ouais, alors ça c'est vraiment quelque chose qu'on est en train d'apprendre en tant que forestier, puis c'est valable dans plein d'autres domaines, hein. C'est que l'expertise garde sa valeur d'expertise, mais que l'expertise ne fait pas tout, et que le promeneur du dimanche a aussi le droit d'avoir un avis sur la forêt, et il a déjà son ressenti en fait par rapport à la forêt, et c'est important de pouvoir entendre ça, et d'aussi être capable d'entendre l'expertise du forestier et puis le ressenti des forestiers aussi, parce qu'en général ils n'ont pas fait ce métier par hasard. Alors même s'ils s'en cachent un peu, il y a un gros côté affectif dans le choix de ce métier-là. Mais voilà, et notamment dans les forêts d'exception, on essaye vraiment de mettre tout le monde autour de la table et d'écouter les besoins des différentes parties prenantes, les besoins des vététistes, les besoins des écologues qui ont besoin qu'on laisse la mare le plus tranquille possible pour faire les suivis, le besoin des forestiers qui ont besoin des chasseurs. Voilà. Enfin, on discute, c'est pas simple, mais c'est la vie en société, quoi. Ça me paraît être une litote, c'est pas simple à propos des chasseurs, mais je suis persuadé qu'il y aura plein de questions de l'assistance là-dessus. Donc je vais vous demander de passer le micro à Éric Goudelzel. Donc, de formation, Éric, vous êtes paysagiste, désormais vous êtes directeur des parcs, des paysages et de l'environnement du département des Hauts-de-Seine, mais dans une vie antérieure, vous auriez pu porter le sweatshirt de Pauline, puisque vous avez travaillé à l'ONF. Peut-être d'abord un mot sur le changement de culture qu'évoquait Pauline à la toute fin, en disant que c'est pas facile pour des forestiers d'accepter le regard des autres. Ça me faisait penser un peu à ce qui est en train de se passer en médecine, où on demande aux professionnels d'arrêter d'être des mandarins et d'écouter les patients experts qui ont aussi beaucoup de choses à raconter, et ça prend du temps quand même. Oui. Pourquoi c'est pas facile ? C'est pas facile parce que la forêt est un bien commun, c'est ce que nous disait Fabien, et depuis très longtemps. Et il y a très longtemps, la forêt, bien commun, portait des enjeux au-delà des intérêts du propriétaire. C'est ce que Fabien nous disait. Et c'est d'autant plus difficile aujourd'hui que, pour un gestionnaire forestier, que la forêt porte des enjeux bien supérieurs à ceux qu'elle portait au XVIIIe ou au XIXe siècle. Il est attendu aujourd'hui que la forêt atténue les effets du changement climatique, il est attendu qu'elle protège une biodiversité déclinante, il est attendu qu'elle satisfasse un désir grandissant de lien à la nature pour une population de plus en plus urbaine, et il est attendu qu'elle produise du bois. Voilà. Et je crois que jamais dans l'histoire de la relation de l'homme à la forêt, il est attendu autant des forêts. On dépasse les enjeux d'un propriétaire, évidemment, on dépasse les enjeux d'un territoire, on dépasse les enjeux d'un pays. Aujourd'hui, notre destin est relié à l'Amazonie. Voilà. C'est sans doute pour ça que c'est complexe aujourd'hui à la fois satisfaire les enjeux et de satisfaire une société de plus en plus consciente, et votre présence sans doute en témoigne, des enjeux que porte la forêt, dans un contexte où chacun porte des intérêts individuels, voire corporatistes, alors même que les gestionnaires tentent de satisfaire ce qu'on appelle, c'est un mot un peu valise, mais l'intérêt général. Et donc la difficulté, elle vient de cette confrontation, je pense sans doute à l'ONF, de vouloir satisfaire tous les enjeux au même endroit, dans une même forêt, confronté à une société où chacun défend des intérêts individuels. La forêt telle qu'elle est gérée aujourd'hui, dite multifonctionnelle, j'ose employer ce mot que vous n'avez pas employé, ça veut dire satisfaire plusieurs fonctions au même endroit, eh bien, ça ne satisfait personne. Voilà. On ne satisfait pas le naturaliste parce qu'on coupe des arbres, on ne satisfait pas le promeneur parce que parfois un arbre entrave une promenade coupée, on ne satisfait pas la filière bois parce qu'on reproche à la forêt publique de ne pas mettre suffisamment de bois sur le marché. Le compromis qu'est la gestion multifonctionnelle ne satisfait personne à un moment où
la forêt porte des enjeux considérables qui dépassent son gestionnaire, le propriétaire, l'État français. Voilà, les enjeux sont planétaires aujourd'hui. Voilà. Et donc la difficulté, elle est là, je crois. Il y a quand même une équation un peu insoluble, parce que quand on vous écoute, on voit que tout le monde veut plus de forêt, mais pas pour les mêmes services. Alors on pourrait se dire avec Fabien du coup qu'il faut installer des parlements des forêts, mais il y aurait quand même une forme d'hypocrisie dans la mesure où la majorité des Parisiens, si on avait le droit de voter, on a quand même un intérêt quotidien très restreint vis-à-vis de cette forêt. Donc comment est-ce qu'on adapte la gouvernance, pour employer ce barbarisme une deuxième fois, des forêts? Forêt d'exception est un bon exemple. Parce que je ne l'ai pas dit, mais il y a un autre enjeu que portent les forêts, c'est celui du développement territorial. Les collectivités se rendent compte aujourd'hui que la forêt est source de développement économique, touristique, biologique, et donc les collectivités s'en emparent. Donc il faut inévitablement, c'était le cas avant, mais encore plus aujourd'hui, travailler avec les collectivités, répondre à leurs attentes. Et puis comment on fait pour répondre aux attentes de tous? Moi, je peux citer un petit exemple. Dans ma vie professionnelle passée, j'ai accompagné un processus de médiation dans une forêt où plus personne, quand je dis plus personne, c'était le gestionnaire, les chasseurs, les promeneurs, les vététistes, les naturalistes, plus personne ne se parlait, tension maximum sur les coupes en forêt, à l'origine du sujet. Impossible de s'en sortir, impossible de parler, arrêt de la gestion, enfin on était arrivé à un niveau de tension maximum, et miraculeusement, et c'est ça qui me rend optimiste aujourd'hui, j'ai vu, par ce travail de médiation professionnalisé évidemment, j'ai vu le pouvoir de l'écoute des uns et des autres. Voilà. Il a suffi de mettre autour de la table des personnes qui ne pouvaient plus se parler, qui en arrivaient même aux mains quand elles se rencontraient. Il a fallu les forcer, dans le processus, à l'écoute de l'autre. On les a vus se transformer chacun à l'écoute de l'autre. Voilà. Donc c'est quand même rassurant de savoir qu'on a tous cette capacité-là. Malheureusement, les supports de la communication individuelle aujourd'hui, amplifiés, ne favorisent pas ça. Voilà. Mais alors juste, est-ce que vous pouvez donner le modus operandi qui a permis ce petit miracle? C'est-à-dire, est-ce qu'on les a contraints de se taire sous peine, oui, contraints de se taire. Alors c'était professionnalisé, c'est-à-dire il y avait un professionnel de l'animation qui ne fait que ça, qui était spécialiste des situations difficiles. C'est lui qui avait géré l'histoire des requins tueurs à La Réunion, enfin les cas les plus durs de médiation, et il a obligé, avec l'accord de tous au préalable, il a fixé les règles du jeu de la médiation. Certains acceptaient, enfin tout le monde a accepté, évidemment, et la règle du jeu consistait à être obligé d'écouter. C'est-à-dire on ne pouvait pas dire un mot pendant que l'autre racontait son rapport à la forêt, son désir de forêt actuelle et future. Dans vos nouvelles fonctions, vous êtes directeur des parcs, notamment, enfin des paysages et de l'environnement. Le parc, ça a été, il y a quelques années, une espèce d'horizon absolu de nature pour les urbains que nous sommes, et vous m'expliquiez qu'aujourd'hui ça ne satisfait plus complètement. Oui, le point commun entre les parcs, donc j'en suis gestionnaire aujourd'hui pour le département des Hauts-de-Seine, et les forêts, c'est que les deux, le parc, j'allais dire hier, mais encore aujourd'hui évidemment, et la forêt aujourd'hui, ont pour objectif de satisfaire le désir de nature de l'humain. Et ce désir de nature, il a considérablement évolué ces dernières années. C'était la vocation des parcs dès le 19e en accompagnement du développement urbain, dans une fonction que vous avez rappelée contraire aux forêts, pour le coup dans une fonction hygiéniste pour la santé mentale des urbains. C'est pour ça qu'on construisait, c'est pour ça qu'on a fait Central Park, pour supporter la vie en collectivité dans des immeubles, dans des tours. Donc le point commun entre forêt et parc, c'est satisfaire ce désir de nature. Et ce désir de nature, je disais, il évolue considérablement aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, on sait, par les facilités de mobilité, aller au-delà du parc qui est à côté de chez soi. On a accès à
au sauvage lointain, et on voit évoluer ce désir de nature vers justement un sauvage plus abouti dans l'imaginaire. La forêt française réalisant ce désir-là, parce que, bien qu'évidemment extrêmement anthropisée, constituée par l'homme, elle représente aujourd'hui dans l'imaginaire collectif le sauvage abouti. Et donc on voit se déporter le désir de nature vers des formes plus abouties de sauvage, et les parcs peuvent en effet peut-être perdre un peu de leur attrait de ce point de vue. Et par ailleurs, on voit aussi le désir de nature s'exprimer dans le faire avec la nature, agir, mettre les mains dans la terre. Ça, c'est une envie qu'on voit se développer assez fortement avec le développement des jardins partagés, des jardins familiaux. Maintenant, vous pouvez, sans doute en sortant d'ici, voir qu'on peut jardiner au pied de son arbre en bas de chez soi. Voilà, il y a à la fois le désir de faire qui peut s'exprimer de manière extrêmement locale, proche de chez soi, et le désir de sauvage qui se réalise sans doute dans des lointains, dans des forêts, dans des parcs. On a vu l'augmentation, la fréquentation des grandes destinations en nature. Je pense aux Açores, par exemple, qui ont vu 20% d'augmentation de leur fréquentation. Voilà. Et donc, le lien que je fais entre parcs et forêts, c'est que peut-être aujourd'hui, les parcs ne correspondent plus au désir de nature des urbains. Et je me demande si, finalement, la forme la plus aboutie de ce désir de nature, pardon, j'espère que je ne vais pas provoquer à l'ONF, n'est-il pas le projet de Francis Allais de 70 000 hectares de nature? C'est une question, ce n'est pas une affirmation, madame, mais je vois que vous y répondez. Mais voilà vers quoi on voit évoluer le désir de nature aujourd'hui. Alors, j'allais dire pas au détriment des parcs, parce que nos parcs sont extrêmement fréquentés encore. Tout le monde n'a pas la possibilité d'accéder à ces voyages lointains offrant des destinations sauvages. Mais si un publicitaire vous suivait et décidait d'adopter ce slogan de Forest is the new park et de dire aux gens d'aller massivement en forêt, est-ce qu'on ne se confronterait pas au problème qui était évoqué par Pauline avant, qui est que vis-à-vis du dérèglement climatique, on voit bien, par exemple, dans les calanques à Marseille, maintenant on limite les gens pour... Est-ce qu'il n'y a pas un risque de surfréquentation forestière ? Il y a un risque de surfréquentation des lieux de nature. Voilà. En France particulièrement, même pour les parcs, je le vois bien. Dans quelques jours, il y aura la fête des cerisiers au parc de Sceaux, qui attire des milliers et des milliers de personnes. C'est assez impressionnant. Voilà. On est obligé là, de mettre en place un dispositif de canalisation, de dilution de la population, un dispositif de sécurité, la Croix-Rouge, des toilettes pour accueillir des gens qui viennent contempler côte à côte, sur des serviettes de pique-nique, côte à côte, contempler la floraison de cerisiers. Voilà. Ces gens-là sont nos collègues, familles, proches. Voilà où on en est des comportements aujourd'hui de l'humain dans son rapport à la nature, et donc qui produit ces excès, mais ce qui m'étonne moi, c'est que ça ne dissuade pas, c'est-à-dire on pourrait considérer que la contemplation des cerisiers en fleurs nécessite la solitude et pas les bruits des enfants. J'ai rien contre les enfants évidemment, voilà, la plage à Saint-Tropez à côté de la fête des cerisiers au parc de Sceaux, c'est tranquille. Voilà, donc oui, il y a un problème aujourd'hui de fréquentation, et on se pose nous-mêmes, les gestionnaires de parcs, la question d'un numerus clausus, voilà, dans certains événements ou dans certains lieux qu'on sait très attractifs. On va vous passer des micros pour vous ouvrir la parole, mais juste Fabien, est-ce qu'on a des exemples de moments où on s'est dit attention, là justement on va trop attenter à la nature avec trop de fréquentation? Est-ce qu'il y a des pays dans le monde où on s'est dit bah là voilà, on va vraiment sanctuariser et protéger? Est-ce que le numerus clausus... Non, il était branché. Ouais. Oui, c'est une des grandes problématiques aux États-Unis dans les années 60-70. C'est justement la surfréquentation des grandes forêts et des grands parcs naturels. C'est une des raisons qui a motivé Garrett Hardin pour écrire son livre sur la tragédie des communs. C'est précisément qu'il avait identifié le fait qu'il y avait une surfréquentation des parcs qui risquait de dégrader ces espaces
donc qui en plus, dans le contexte américain, ont une résonance politique tout à fait particulière, hein, puisqu'ils représentent, je le rappelle, les parcs nationaux aux États-Unis, ils représentent ces morceaux de nature sauvage, hein, qu'on essaie de préserver après la fin de la conquête de l'Ouest. Et donc, effectivement, ça se posait, ça avait même un nom, on parlait à ce moment-là de congestion dans les espaces protégés et dans les forêts nationales. Donc, à l'origine même de la réflexion environnementale des années 60-70, il y avait déjà ces dimensions, en tout cas aux États-Unis. Et toi qui suis les histoires un peu baroques, transhumanistes, est-ce qu'on s'est posé la même question que pour Lascaux? Parce qu'après tout, pour Lascaux, on s'est dit, pour la préserver, on n'a qu'à en recréer une artificielle. Est-ce qu'on ne pourrait pas recréer des forêts artificielles où les gens iraient, qui laisseraient la paix au naturel? Ou non, c'est vraiment trop baroque? Les forêts artificielles, ça voudrait dire quoi? Replanter des forêts, ça finalement, c'est ce que Napoléon III a fait en créant des forêts pour stabiliser les dunes, des forêts dans les Landes et en favorisant justement des premières formes d'ailleurs de patrimonialisation des forêts. Je pense à Fontainebleau notamment. C'était finalement, oui, ce que le Second Empire voulait faire. Le Second Empire voulait construire des canaux, des grands ports, des institutions scientifiques, mais il voulait aussi construire des forêts artificielles, en fait. Je savais bien. Allez-y, levez la main. Bon, on va en grouper quelques-unes. Merci. Bonjour. Les problèmes, c'est l'anthropisation de tous les espaces. Il n'y a pas assez de forêts sauvages, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Nous vivons dans des timbres de poste, comme vous voulez. C'est-à-dire, et maintenant que les gens ils prennent conscience que sans se promener en forêt, ils dépriment de plus en plus, ils ont de plus en plus de maladies, bref, qu'ils prennent conscience qu'une promenade en forêt, c'est une thérapie véritable, eh bien, ils y vont. Et donc, il y a tellement peu de forêts. Et celle, Fontainebleau, dans laquelle je me promène 3-4 jours par semaine, elle est exploitée d'une façon horrible. Alors, moi, je reste dans les sentiers. Mais quand je réfléchis à qu'est-ce qu'ils font, les machines, en entrant dans les parcelles, pour prélever les arbres, je pleure, désespérée, parce que je me dis, moi, je reste sous les sentiers, je me prive de la beauté de faire de leur piste, que c'est magnifique. Donc, je balise, vous voyez, ma promenade selon les critères générés par d'autres humains avant moi. Et ce n'est pas mes critères que je peux exprimer pour protéger les plantes et les animaux. Et quand je vois comment c'est exploité, je vous garantis que les machines, elles traversent les parcelles dans tous les sens, créant des vraies autoroutes. C'est horrible. Venez vous promener avec moi, je vous montre juste à Bois-le-Roi. Là, maintenant, qu'est-ce que ça se passe? On va faire circuler un peu la parole. On va. Il y avait une question derrière, j'ai vu? Là, devant? Bon, comme vous voulez. Je les groupe et on vous répond sur davantage de forêts sauvages et la gestion de Fontainebleau, pas de souci. Bonjour, déjà merci pour cette conférence. C'est agréable de vous avoir entendu. Peut-être que je n'avais pas tout à fait bien compris. Moi, j'avais compris une forêt pour tous dans le sens où on allait aussi parler de biodive. Du coup, j'ai trouvé que c'était un petit peu ethnocentré comme approche, mais passé cette critique-là, j'ai trouvé ça très enrichissant. J'ai une question pour Pauline, d'abord. Les forêts d'exception sont-elles des îlots de non-intervention humaine? Du coup, je pense que non. Même pas en partie. J'ai l'impression qu'il y avait une seconde question, donc allez-y. Et ouais, la seconde question, c'est l'exemple d'un arbre au Canada. Le propriétaire l'aimait tellement qu'il lui a légué sa personnalité juridique. Et je me demandais si ce ne serait pas intéressant d'envisager cette espèce de faille juridique de succession à un individu et de doter la forêt d'un droit à disposer d'elle-même. Super question. Allez-y. Je les ai toutes notées, hein. On répondra à tout. Ouais. Bonjour.
Merci beaucoup pour cette table ronde, c'était très intéressant, j'ai appris plein de choses. Moi je m'appelle Gabriel, je suis gérant d'un groupement forestier citoyen et écologique. Et je trouve qu'aujourd'hui, quand on a parlé de forêt pour tous, on a beaucoup parlé de forêt publique, et je le comprends à travers les acteurs qu'il y a sur ces sièges verts, c'est que la forêt publique, c'est 25% de la forêt en France, je pense que vous le savez, et la forêt privée, c'est 75% des forêts. Et donc ma question, c'est comment on remet du commun dans ces 75% de forêt privée. Moi, évidemment, j'ai un peu la réponse, parce que groupement forestier citoyen écologique, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais le plus connu, c'est le groupement forestier de sauvegarde des feuillus du Morvan, où il y a 1200 citoyens qui ont leur épargne en commun pour acheter 400 hectares de forêt et les protéger depuis 20 ans. Et aujourd'hui, il y a environ 25 GFCE qui ont émergé en France. Il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés pour investir, pour avoir un petit bout de forêt et pouvoir les gérer de façon durable en sylviculture mélangée à couvert continu. Mais voilà, j'aurais bien aimé vous entendre sur rajouter du commun plutôt dans la dimension privée de la forêt et pas que sur le public, parce que c'est plus naturel. On va déjà répondre à tout ça. Bon, allez-y, allez-y. Bonjour à tous, merci pour vos interventions respectives. Je suis Christelle et je suis animatrice nature en forêt régionale de Bondy, une forêt dans l'Est parisien. Pauline, vous avez parlé de la mise en place d'espaces pédagogiques forestiers en forêt. J'aimerais savoir comment ça se passe, parce que nous, dans notre forêt à Bondy, dans la forêt de Bondy, on n'a pas ce type d'espace pédagogique. Est-ce qu'il y a un lien entre l'ONF et Île-de-France Nature qui gère cette forêt-là? Ou comment procéder, parce que moi je suis animatrice nature dans une association, comment procéder pour avoir un espace pédagogique forestier? Merci. On va commencer par celle-ci, parce qu'elle est fermée. Donc allez. Vous n'avez plus le micro? Moi non. En fait, il faut se rapprocher des personnels de l'ONF qui travaillent sur cette forêt-là et leur en parler. Et eux, ils ont un référent accueil du public qui doit connaître le dispositif et qui pourront vous renseigner pour que ça puisse être mis en place. Voilà, mais il faut se rapprocher de l'ONF local, en fait. C'est pas une forêt domaniale, c'est une forêt régionale. Mais l'ONF est... Oui, donc il faut voir avec le propriétaire, parce qu'il y a quand même des propriétaires. Mais je pense, si vous passez par l'ONF, on vous expliquera comment ça se passe dans ce cas particulier. Mais comme il y a un propriétaire qui n'est pas l'État, il faudra aussi voir si le propriétaire est partant pour la démarche. Voilà. C'est via Île-de-France Nature qui gère ces forêts régionales, donc vous aurez une solution. On pourra vous mettre en contact avec eux ultérieurement si vous le souhaitez. Non, c'est la région, par définition, c'est la région. C'est public, mais c'est pas l'État. Fabien, sur la question de léguer un arbre, il y a peu de temps, il y a eu un livre qui rassemblait l'ensemble des débats, je crois que c'est Descola Pignocchi qui se sont amusés à ça, sur le Parlement de la Loire, et donc doter un fleuve d'un statut juridique à part. Est-ce qu'il y a d'autres pays où on a effectivement donné un statut juridique à part aux forêts pour les sanctuariser? Déjà, la question du statut juridique des arbres et le fait de donner une personnalité juridique aux arbres, c'est un débat fondateur dans l'histoire du droit de la nature. En 1973, il y a un juriste américain qui s'appelle Stone qui a écrit un article précisément dans le titre « Et est-ce qu'on doit donner un droit aux arbres ?» Et il proposait de faire ça. Tout le problème, comme l'a expliqué Bruno Latour, c'est qui est le porte-parole de ces non-humains. Parce qu'une fois qu'on a dit qu'on a donné une personnalité juridique aux arbres, qui va aller en justice si l'arbre est attaqué par un autre agent juridique, un humain par exemple? Qui va aller en justice? Qui va dire, qui va gérer le patrimoine, etc. Donc, qui sont les porte-paroles des entités juridiques à qui on donne de ces entités naturelles à qui on donne des droits? Tout est là en fait. Donc, il y a eu des propositions. Bruno Latour proposait un parlement des non-humains qui aurait remplacé le Sénat. Plutôt une bonne idée. Quand on voit leurs avis sur l'IVG ou autre, oui. Voilà, il n'empêche, dans le détail, parce que là c'est vraiment une question de détail, il reste à préciser qui va être le porte-parole. J'allais dire, pendant longtemps, finalement, les forestiers eux-mêmes se disaient les seuls et uniques porte-parole des intérêts de la forêt, finalement. Et ce qui nous a été dit précédemment, c'est justement qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible et qu'il y a différents types de porte-parole. J'étais frappé de voir, madame, que vous parlez finalement aussi au nom de la forêt.
Et donc il y a une espèce de lutte pour le monopole de la parole légitime, il y a une espèce de lutte pour le droit d'être parfois le seul et unique porte-parole possible de la forêt. Mais justement, ce que la démocratie, ce qu'on doit faire démocratiquement, c'est précisément de définir ces mécanismes. Voilà, qui a le droit de parler pour la forêt. Je vais laisser Éric et Pauline répondre justement sur la question de la gestion de Fontainebleau et les forêts publiques. Mais comme il y avait une question qui arrivait sur les communs privés, est-ce que tu peux répondre à notre camarade Morvandio? Alors sur le contemporain, j'ai du mal, mais moi ce que je sais, c'est que dans l'histoire des communs, il y a deux choses. Il y a les forêts communes, qui étaient les forêts possédées en commun par les communautés, et il y avait les droits communs. Et je pense que la question des droits communs, c'est une question qui n'est pas assez travaillée. C'est-à-dire qu'il y avait des propriétés privées sous l'Ancien Régime, mais d'autres acteurs, d'autres personnes, d'autres communautés, d'autres groupes avaient des droits sur ces forêts. C'est-à-dire, par exemple, il y avait un propriétaire pour une forêt, mais la communauté d'à côté avait le droit d'aller couper du bois, ou chasser, ou prélever ceci, ou prélever cela. C'est-à-dire que la propriété qu'on appelle aujourd'hui individuelle et exclusive, était beaucoup moins renfermée sur elle-même, beaucoup moins absolue. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit développer, c'est-à-dire que l'idée qu'on a des droits, qui peut avoir des droits collectifs sur des propriétés privées, qu'on appelle parfois des servitudes environnementales, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir développer. C'est-à-dire qu'en un certain sens, il me semble qu'à l'heure de la crise écologique, à l'heure de l'Anthropocène, on ne devrait plus avoir une propriété individuelle et exclusive sur des morceaux de nature qui soient de nature absolue, mais on devrait toujours avoir des faisceaux de droits d'autres personnes finalement aussi. Bien sûr, on ne pourrait pas faire n'importe quoi, mais on devrait pouvoir mettre en commun la forêt finalement en donnant des droits collectifs. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui veut répondre à Madame sur la gestion de Fontainebleau. Peut-être, moi je voudrais rebondir d'abord sur cette question sur les communs privés. C'est un sujet évidemment intéressant. Une première réponse, c'est que quoi que fasse le propriétaire de sa forêt, elle satisfait des enjeux qui le dépassent. Elle séquestrera de toute façon du carbone, donc atténuera les changements climatiques, elle accueillera forcément une certaine biodiversité, et donc elle satisfait par là involontairement des enjeux collectifs. Et puis il y a comment faire plus, évidemment, parce que j'imagine que ça ne satisfait pas à votre question. Faire plus, oui, en effet, c'est un peu compliqué en France, dans un modèle culturel où le propriétaire est propriétaire de la quasi-totalité des droits sur son territoire. Contrairement peut-être à un modèle anglo-saxon qui était esquissé par Fabien, où il est possible d'envisager, par des relations contractuelles entre l'État et un propriétaire privé, des mesures d'amélioration des conditions environnementales d'une forêt, par des biais notamment de défiscalisation, et ce qui a déjà été étudié pour la France, mais qui n'a jamais été encore mis en place. Donc sans doute qu'en France, on peut aller plus loin pour amplifier les services rendus par la forêt privée au collectif. Un mot sur l'arbre et sa protection. On peut aussi sans doute aller plus loin, mais il existe des dispositifs quand même, tout un corpus juridique qui protège l'arbre dans les documents d'urbanisme. L'espace boisé classé, les arbres remarquables peuvent être protégés par décision d'un maire ou d'un président de communauté de communes. Récemment, la loi dite 3DS, et dans son décret d'application de mai 2023, protège les alignements d'arbres. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'abattre un arbre d'un alignement d'arbres sans une autorisation de l'État, instruite par les directions régionales déconcentrées de l'État. Voilà, c'est quand même c'est tout récent, hein, c'est l'année dernière. Donc il y a des évolutions. On peut peut-être espérer plus, mais les choses avancent au gré évidemment du rapport de la société à l'arbre et à la forêt. Est-ce que l'un de vous veut répondre sur la gestion de Fontainebleau ? Oui, la gestion de Fontainebleau, peut-être déjà sur le fait, oui, les forêts d'exception sont gérées, font l'objet d'une même gestion que toutes les forêts publiques. Donc c'est de la gestion durable. Donc il y a un document de gestion sur 20 ans qui prévoit les coupes et les travaux de façon à ce que ça soit durable. C'est-à-dire que quand on coupe des arbres, on veille à ce qu'il y en ait d'autres qui poussent derrière. Et c'est ça qui fait que le bois est un matériau durable, hein, parce que ça repousse.
Alors, je ne suis pas honnêtement une spécialiste de ce qui est fait à Fontainebleau, mais c'est en gros ce qui est fait ailleurs. C'est-à-dire que, oui, il y a des coupes, parce qu'il y a une demande de la société aussi pour le matériau bois. Quand je regarde cette salle, je pense que, voilà, on voit qu'il y a du bois et que ça fait un environnement plutôt agréable. Concernant les machines en forêt, enfin, j'entends, hein, je comprends. La réalité, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne trouve plus de bûcherons. Voilà, c'est aussi l'évolution de la société. Et ces machines-là, oui, elles tassent le sol, mais on met en place ce qu'on appelle des cloisonnements. Donc c'est des chemins spécifiques pour ces machines, et elles doivent rester, et les forestiers y veillent dans la surveillance des forêts sur ces cloisonnements. Voilà. Et sur les aspects biodiversité, j'ai beaucoup parlé accueil du public, mais bien sûr, il y a un volet environnemental important. Et dans les mesures mises en place, il y a notamment tout un travail qui est fait sur ce qu'on appelle la trame de vieux bois, mais c'est laisser de façon régulière et pertinente par rapport aux besoins de la faune, et surtout de la faune, dans la forêt, une trame de vieux bois pour que ça reste le maximum fonctionnel écologiquement parlant. Voilà, donc nos collègues sont formés aussi à ça, notamment on s'appuie sur les répisylves, sur les cours d'eau, et on fait en sorte qu'il y ait pas de zone sans vieux bois, parce que c'est effectivement des zones qui sont les plus riches en biodiversité. Et il y a aussi des zones, alors, je veux pas jargonner, mais il y a des zones où on n'intervient plus du tout, et c'est dans le document de gestion, et on s'engage à ne plus intervenir. Et voilà, ça fait partie de la multifonctionnalité. Il y a des coupes d'arbres, il y a des mesures pour la biodiversité, il y a des mesures pour l'accueil du public. Et entre forestiers, quand on plaisante, on se dit que quand personne n'est content, c'est qu'on a bien fait notre travail. Voilà. Pardon. Ça aurait pu être la meilleure des conclusions, mais si vous vouliez rajouter un mot, allez-y. Mais on est mis dehors par la ville de Paris, entre guillemets, juste après. Je suis désolé, Pauline et Eric, vous restez quelques minutes. S'il y a des questions à faire en direct, Fabien, il faut que je t'exfiltre, puisque tu es attendu par d'autres étudiants pour aller parler. Mais Eric, si vous vouliez un mot de la fin, allez-y. Je ne veux pas tuer la conclusion, mais il y a un moyen très simple d'éviter les coupes d'arbres, c'est de ne plus acheter de bois. Voilà. Donc, ne plus construire en bois, ne plus acheter de meubles en bois, ne plus faire des parquets en bois, et ça dépend de vous. Vous avez entre vos mains, dans votre porte-monnaie, avec votre carte bancaire, la possibilité d'arrêter l'exploitation du bois. Mais sauf que, eh bien, on sait les vertus du bois, puisque ici, voilà, ce stock de carbone autour de nous contribue à atténuer les changements climatiques en séquestrant du carbone issu du CO2. Voilà. Donc c'est des choix, ils vous appartiennent à chacun d'entre vous. On va pouvoir aller en débattre très calmement dans le couloir, mais on me fait signe qu'il faut libérer la salle. Je vais vous demander de remercier très chaleureusement nos 3 intervenants. Et bon week-end à tous.